Clubic.com présente, en partenariat avec mo5.com, Antiquitech, l'émission qui ravive la mémoire en Technicolor. Bonjour, moins d'un mois avant l'arrivée de la PlayStation au Japon, Sega est le premier constructeur à se lancer dans la course des consoles 32 bits. En 1994, la console rencontre un franc succès dès sa sortie et s'écoule à 500 000 exemplaires dans l'archipel pendant les fêtes de fin d'année. Malgré ce bon démarrage, la Saturn sera vite rattrapée et même très largement dépassée par la première machine de Sony. Plus performante que la PlayStation sur le papier, la Saturn souffre d'une architecture trop complexe, difficile à programmer. Au final, en dehors de quelques exceptions, les jeux PlayStation 3D semble techniquement supérieure. La Saturn prend l'avantage avec les jeux en 2D, seulement voilà, Sega passe à côté d'un atout stratégique majeur à une époque où la 3D se généralise massivement. Le point sur la Saturn, ses forces et ses faiblesses, c'est tout de suite avec Philippe Dubois, président de l'association mo5.com. Philippe, bonjour. Bonjour Paul-Émile. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour discuter de la Saturn, une console qui est vraiment chère à ton petit cœur. Ah oui, complètement. Écoute, la Sega Saturn, ça a été pour moi l'ouverture à un monde absolument formidable. Tu as vu la vie de jeux vidéo. Elle a radicalement changé ma vision de jeux vidéo. Elle a notamment propulsé une vision qui allait bien au-delà de l'aspect, on va dire, purement technique, pour ouvrir sur des jeux qui étaient à de forts potentiels artistiques, on va dire. Ok. Évidemment. Alors pour commencer, on va peut-être voir un petit peu à quoi elle ressemble cette fameuse console. Donc là, on en a plusieurs sur le plateau. Voilà, donc on a ici sorti un modèle 2 donc japonais, le fameux modèle blanc, un des plus communs, qui a remporté un assez vif succès, en tout cas sous cette forme. Donc la Saturn, c'est un monobloc, comme on le voit ici, assez épais, assez important. Donc qui dispose, alors c'est évidemment le média du futur, d'un lecteur de CD-ROM intégré, tout comme sa grande ennemie, j'ai envie de dire, aux concurrentes, la Sony PlayStation. Là, on passe quand même, on arrive quand même derrière la Mega Drive, quoi. On arrive derrière la Mega Drive, et puis l'avantage, évidemment, comme du CD-ROM, comme tout le monde le sait, c'est que vous avez à peu près entre 650 et 200 fois la place, plus de place pour inscrire des jeux vidéo que sur une cartouche de jeu. Donc c'est quand même assez conséquent. Alors et ça permet également de donner accès à des choses comme des pistes audio créées par des musiciens, puis également des films, puisque la console est nativement capable de lire des films en plein écran. À l'époque, c'était révolutionnaire. Alors, côté interface, comment tu branches tes manettes? Quelles sont les connectiques principales? Écoute, il n'y en a pas beaucoup, elles ne sont pas si nombreuses. De toute façon, ça c'est une console de jeu, c'est pas un ordinateur. Donc, il y a deux prises ici pour les manettes de jeu, donc avant, voilà. Et l'intérêt, c'est que, comme on va peut-être en reparler tout à l'heure sur Bomberman, on peut brancher des quintupleurs qui permettent de démultiplier les manettes. On peut aller jusqu'à 12 ou plus manettes reliées en série. Rien sur les côtés, tout après se passe derrière ou devant, excuse-moi, donc dessus on a quand même un port cartouche qui est relativement intéressant, même s'il n'a pas été certainement exploité à son plein potentiel, mais on va voir derrière qu'il a quand même été relativement utile. Et puis donc surtout derrière... on n'ose pas abandonner le port cartouche, quoi. Là, finalement on reste accroché aux lieux fondamentaux, quoi. Mais on va voir qu'il a plutôt une fonction utilitaire que réellement pour les jeux. Et puis derrière on a donc l'alimentation, la sortie vidéo qui est capable de sortir en composite, en S-vidéo ou en RGB, donc de très bonne qualité de signal vidéo, une sortie sérielle, une espèce d'USB avant l'heure qui permet de relier certains périphériques. Tu pouvais chaîner les consoles entre elles. Tu pouvais chaîner les consoles entre elles, tu pouvais brancher même un lecteur de disquette, un modem, enfin n'importe quoi. Bon, ça n'a pas été finalement tant utile que ça, à part éventuellement le chaînage des machines. Alors tout à l'heure on parlait de vidéo. De vidéo, et donc voilà, pour lui permettre notamment de lire ce qui est à l'époque le format DVD de l'époque, en 95. C'est donc le vidéo CD, l'ancêtre du DVD. Eh bien, on devait insérer dans cette trappe ici une cartouche supplémentaire, une espèce de carte de décompression MPEG, carte de décompression MPEG hardware, voilà, qui venait prendre qui faisait le travail à la place de la Saturn, qui n'était pas assez puissante pour décoder du MPEG. Voilà. Pour toi, c'est bon, on a tout vu? On a vu le principal, puis on verra les manettes. Les manettes et différents périphériques. Donc une manette classique, alors celle-ci c'est la manette qui allait, elle est blanche comme on peut le voir, comme la manette, comme la console, donc elle allait avec ce genre de modèle. Donc elle reste relativement simple, on a à peine plus de boutons finalement qu'une manette Mega Drive, j'ai envie de dire. On a peut-être 2 boutons de plus et encore pas sur les dernières, et on a surtout 2 gâchettes, évidemment, qui étaient par contre absents de la Mega Drive. On n'a pas autant de boutons que la Sony PlayStation malgré tout, mais on peut estimer,
et c'est pour ça d'ailleurs que ce genre de manette continue à se vendre notamment sur des prises USB pour micro-ordinateurs, que finalement on a un nombre de boutons suffisant pour peut-être, je ne sais pas, 90% ou 95% des jeux d'action, en tout cas, on a largement assez de boutons. C'est pas la peine d'en rajouter à outrance. Mais toujours pas de stick analogique, alors que pourtant on entre dans l'ère de la 3D. Toujours pas de stick analogique. Le stick analogique va apparaître un petit peu plus tard avec la Nintendo 64, dès 96, et finalement Sega va effectivement recopier ce principe-là pour sortir une nouvelle manette dotée cette fois-ci effectivement d'une manette non pas d'analogique. Alors ça, c'est la manette que tu avais en pack avec le jeu Knights, c'est ça? C'est un pack qui est ici, qui était présenté avec le jeu Knight qui est en train de tourner derrière nous là d'ailleurs, qui est en démonstration. Donc c'est une manette qui permet de contrôler, c'est un petit peu la même politique commerciale que Mario 64 quand il est sorti sur la N64, c'est dire que Knight on peut le piloter à entre guillemets 360 degrés, et donc on va le piloter avec la manette analogique qui est beaucoup plus fine pour les déplacements en 3D. Forcément. Et alors là, la manette, fais voir si tu la tournes un peu dans tous les sens, ça, on sent quand même les prémices de la manette Dreamcast. Là, oui, parce que regarde, les manettes, les gâchettes, excuse-moi, qui sont arrivées sous la forme véritablement de gâchettes telles qu'on les connaît encore de maintenant. Et puis il y avait effectivement peut-être une espèce pas encore de VMU, mais plus ou moins une porte ouverte sur la Voilà, une porte ouverte pour peut-être brancher des périphériques un peu curieux, de la mémoire ou un vibrateur, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils avaient l'intention d'alimenter la manette avec des trucs un peu rigolos. D'accord. Et donc là, ce slot cartouche, là, donc rapidement, tu mettais quoi dedans? Alors ce slot cartouche, j'en ai sorti deux, il y en avait beaucoup plus. D'ailleurs, il y en a une ici qui est en train d'être utilisée dans cette console, qui permet en fait de servir à la fois d'action replay, c'est-à-dire qu'on peut balancer des codes qui vont augmenter le nombre de vies qui ont finalement triché, nous permet de tricher dans les jeux vidéo. Et là, l'intérêt, pas tant de tricher, mais plutôt de rendre la console multistandard. Elle permet, ça débloque les zones, quoi. Ça débloque toutes les zones, parce que les Saturn sont zonés, 1, 2, 3, et bien on peut dézoner la console comme ça aussi. Et bon, c'est une cartouche qui est absolument inofficielle. Par contre, vous avez deux officiels ici. D'abord, ici une extension mémoire de 4 mégabits, c'est-à-dire 512 kilooctets, waouh, ça fait rêver, mais qui permettait quasiment de doubler la mémoire centrale, et qui était utile cette mémoire pour certains jeux de combat. Temps de chargement, tout ça. Temps de chargement et surtout animation des personnages absolument grandiose. Et voilà, bon, c'était pas forcément hyper utile, même Metaslug l'utilisait, mais c'est vrai que ça permettait un certain confort pour les créateurs de jeux vidéo. Et puis celle-ci, qui a également été vraiment publicité, parce que en fait pour sauvegarder comme on l'a vu sur la manette, il n'y a pas de carte mémoire. T'as pas de carte mémoire. Il n'y a pas de carte mémoire, donc la mémoire de sauvegarde est incluse dans la console. D'accord. Et donc pour augmenter cette mémoire qui était somme toute assez limitée, eh bien on avait 4 fois plus de mémoire dans cette cartouche de sauvegarde, voilà, qui était auto-alimentée. Et donc on avait, je ne sais plus combien ça représentait de mémoire, mais bon, il y avait beaucoup plus d'espace que la console elle-même, et on pouvait en fait balancer une sauvegarde un peu comme avec un disque dur. On pouvait récupérer une sauvegarde, la balancer sur la mémoire ou la récupérer, la remettre dans la console. Ça passait peut-être entre copains ou je sais pas. Alors, est-ce que tu estimes qu'on a fait le tour de la manette, de la console? On peut montrer peut-être que quelques périphériques. On a ici le pistolet, le Virtua Gun, qui était vendu, donc qui est originaire de l'arcade. C'est exactement le même que l'on retrouve sur les bornes d'arcade, notamment pour Virtua Cop, et donc a été réadapté sur la Saturn, qui permettait de rejouer à Virtua Cop, House of the Dead, etc. Donc un outil d'assez bonne précision. Et puis on a situé sur le dessus donc le volant officiel qui n'est pas extraordinaire, il faut bien le reconnaître, mais qui permettait de jouer donc à Sega Rally ou Daytona USA, notamment des jeux de voiture qui étaient effectivement moins évidents avec une manette de jeu standard. Ok, maintenant on passe aux démos pratiques et on va voir quels étaient les meilleurs jeux de la Sega Saturn. Maintenant, on a vu les machines, on va voir vraiment ce de quoi la console était capable. Alors Philippe, on commence par quoi là? Écoute, justement, nous avions la démo de Knight qui tourne derrière, donc je vais saisir la fameuse manette, la galette, avec le pad analogique pour lancer une partie. Alors là, on n'est pas forcément au début de la console, c'est plus... c'est arrivé à peine un petit peu plus tard, mais c'est 96, comme on le voit ici, avec notamment un pack, comme on l'a vu tout à l'heure, spécial pour Noël 87, tu vois, donc c'est à peine un an après l'exploitation de la console, mais ça fait quand même partie des premiers jeux, en tout cas, qui vont œuvrer notamment pour démocratiser la 3D et démontrer que la Sega Saturn, malgré ses faiblesses intrinsèques en 3D, est capable d'en faire. Elle est capable d'en faire avec certains compromis. L'intérêt, c'est que la manière dont de concevoir de la 3D, en fait, elle détord des images qui sont en pleine couleur, en fait, pour en faire des
des triangles, tu vois. C'est un petit peu curieux, mais ça permet d'avoir des jeux qui sont vraiment pleins de couleurs. Au contraire de la PlayStation, où les fonds étaient souvent limités à 256 couleurs, là on est en 32 000 couleurs, généralement. Donc clairement, par rapport à la PlayStation, les modèles 3D vont être moins jolis, par contre plus moins colorés. De face, mais beaucoup plus colorés, et surtout des décors de fond qui n'ont absolument rien à voir en termes d'animation ou de qualité artistique intrinsèque. Ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est vrai que bon, les polygones, les modèles 3D, si on s'attardait sur la décomposition du Knight ici, bon, il y a 3 polygones et demi, quoi. Ça fait un peu mal, quoi. Ce qu'il aurait fallu à l'époque, c'est avoir une machine qui ait les modèles 3D de la PlayStation et les couleurs de la Saturn, quoi. Voilà, qui puisse lancer autant de triangles en 3D que la PlayStation, mais avec les qualités d'image de la Saturn. Là, ça aurait été top. Et on passe maintenant à un shoot alors. Eh bien, écoute, un shoot et pas n'importe quel, puisque c'est certainement le roi des shoots 'em up. Hein, dans ce genre, il y a des petits vaisseaux qui tirent sur des méchants aliens. C'est Radiant Silvergun, donc sur Saturn, qui est l'œuvre d'un studio japonais qui s'appelle Treasure, qui a marqué l'histoire, hein, avec des productions vraiment de très très bonne qualité. Et Radiant Silvergun va vraiment utiliser à très très bon escient, même je dirais, j'ai envie de dire à 100%, les capacités et 2D et 3D de la Saturn, en mélangeant les deux mondes, et ce qui permet de donner un jeu d'une richesse à la fois graphique et puis même sonore, parce qu'il y a une bande sonore absolument colossal, hein, c'est justement quasiment de la musique classique qui a été composée pour ce jeu, qui est exceptionnel. Il a une durée de vie assez importante pour un shoot'em up, et surtout les situations, les boss qui s'enchaînent, etc. Ce qu'on appelle également le chaining au sein du shoot'em up, c'est-à-dire qu'on enchaîne voilà, ici des chaînes qui apparaissent. Tout cela était révolutionnaire, et c'est un jeu qui est absolument colossal et qui était absolument impossible à retranscrire ou à porter sur la Sony PlayStation, qui n'avait pas du tout les capacités nécessaires à produire un jeu pareil. Donc extrêmement évolutif, beaucoup d'armes qui évoluent. Enfin, c'est vraiment une œuvre absolument majeure et colossale dans l'histoire du jeu vidéo. C'est le roi des shoot'em up. Il n'a, à mon avis, jamais été dépassé. Et maintenant, on passe à la baston alors. Yes, donc un peu de baston parce que ça a été une console qui a porté beaucoup de jeux de combat. Dans Virtua Fighter 2, qui est évidemment l'adaptation du jeu d'arcade qui a marqué l'histoire des salles de Sega, hein, qui a été adapté avec brio sur la Sega Saturn, et d'ailleurs qui justement a profité de ce passage-là pour passer en haute résolution. Donc là, ça se voit à peine sur cette petite télévision. On est en HD, on est en 4 fois la résolution d'une PlayStation pour les polygones. Donc ça donne un aspect un petit peu fin au personnage, pas au décor. D'accord. Mais ça rend quand même d'une bonne qualité, et c'est vraiment la pure adaptation de l'arcade, c'est exactement le même jeu. Oui, on va retrouver pas mal de hits d'arcade finalement sur cette machine. Hein. Beaucoup de jeux d'arcade, et notamment évidemment de Sega, donc les House of the Dead, le Virtua Cop, beaucoup de choses qui étaient en arcade qui cartonnaient à l'époque. Ok, on passe à quoi maintenant? Panzer Dragoon, alors le deuxième épisode, donc les Panzer Dragoon, c'est toute une suite une saga qui a commencé sur Sega Saturn. Voici le premier, qui avait défrayé la chronique à l'époque. C'était un des premiers jeux sur Saturn, qui était en 3D magnifique avec une excellente bande sonore. Et là, on va jouer un petit peu aux Zwei, donc deux, ils adorent les noms en consonance un petit peu allemandes. Et c'est une espèce de shoot'em up sur rail, en 3D. Donc je suis sur un dragon en train de me déplacer dans un décor, tu as les ennemis, je peux tourner quasi à 360 degrés en fait, regardez un petit peu partout autour de moi. C'est de la 3D avec quelques éléments 2D, style des sprites, des choses comme ça. Et c'est un jeu qui revêt à la fois d'une profondeur et d'une qualité de gameplay absolument incroyable, et qui a eu 3 épisodes, on va dire, sur la Sega Saturn, avec les 2 premiers qui sont les shoot'em up, des rail shooters comme celui-ci, et puis le Saga, qui est un des meilleurs RPG de la Sega Saturn, qui est en 4 disques, enfin une aventure absolument extraordinaire. Et finalement, le dernier épisode de Panzer Dragoon sera le Horta sur la console Xbox, toujours un rail shooter absolument magnifique à l'époque, et qui reprend vraiment les éléments de succès de la série. Donc un jeu vraiment d'une qualité et d'une profondeur incroyable. Ok. Et donc tout à l'heure on a vu le volant, alors un volant pour quoi faire? Par exemple pour jouer à Daytona USA. Daytona USA, donc l'adaptation encore une fois d'un jeu d'arcade de Sega qui avait à l'époque absolument cartonné, qui arrive sur la Sega Saturn un petit peu plus fatiguée, elle fait ce qu'elle peut, elle coûte pas 50 000 euros la console Sega. Là tu manges du pâté de pixels à la louche quand même. Ouais, là il y a quand même des gros pixels, l'animation est un petit peu saccadée, donc ils vont revoir leur copie assez rapidement avec le CCE qui va arriver un an plus tard, qui est quand même beaucoup plus optimisé, qui est beaucoup plus fluide. Ouais. Voilà.
Ça reste jouable, effectivement, mais évidemment, face à un Ridge Racer sur PlayStation, sorti quasiment en même temps, ça tient pas à la comparaison, ça c'est tellement évident. Mais bon, c'est que du fun. Donc le CCE qui en sortira un an plus tard, beaucoup plus optimisé, beaucoup plus joli sur la Saturn, qui met beaucoup plus en valeur. Et puis, évidemment, un deuxième volet, j'ai envie de dire, sur la Dreamcast. Daytona qui ressortira sur Dreamcast, évidemment, un petit peu plus joli, qui sera beaucoup plus joli, beaucoup plus proche de l'original. Voilà. Là t'as un clipping de ouf, t'as le décor qui s'affiche. T'as le décor qui s'affiche à 100 mètres devant. Enfin bon, ça pique quoi. Ok, maintenant on a vu à quoi ressemblait la machine, on a vu de quoi elle était capable. Maintenant on va voir à l'intérieur qu'est-ce qui donnait vie à cette Sega Saturn. Et maintenant on passe aux composants. Alors qu'est-ce qu'il y avait sous le capot? Eh bien écoute, justement à propos de capot, donc nous avons préparé une Sega Saturn européenne. Tu fais tomber la chemise. Z2, voilà exactement. Donc en l'ouvrant, comme peut-on voir, c'est assez succinct. Il y a d'abord une alimentation ici, qui peut poser problème avec le temps, et surtout la platine CD. Alors la platine CD est très intéressante parce que, à contrario justement de la Sony PlayStation qui avait un lecteur de CD extrêmement fragile, ici c'est une platine de luxe en fait qui est utilisée, qui est souvent du JVC, qui est utilisée sur les platines laser CD JVC de qualité. Donc c'est vraiment un bloc conséquent et qui finalement tient très très bien la route. Tu veux dire que tu n'es pas obligé de retourner ta console pour pouvoir y jouer, c'est ça? Exactement, je vois que tu es habitué. Et puis donc si on dévoile la carte mère, qui est assez conséquente, et ça fait partie d'ailleurs des problèmes de la Saturn, c'est que c'est une machine qui possède de 4 processeurs à programmer. C'est monstrueux. Elle a 2 processeurs centraux qui sont ici, des Hitachi SH2, qui fonctionnent, donc c'est une espèce de dual core, comme on dit souvent. Où ça les processeurs centraux, donc si tu peux prendre un petit peu appui là sur la table. Voilà, ici, donc je l'ai montré du doigt. Donc c'est une console dual core avec les difficultés de programmer que l'on connaît. D'accord. Surtout à l'époque, c'était nouveau, avec donc 2 CPU centraux, un CPU dédié au son, Motorola 68000 qu'il fallait en plus programmer, et même dans la platine CD, il y a encore un processeur. Donc 4 processeurs à programmer, c'était extrêmement compliqué, extrêmement complexe, et c'est ce qui a valu certainement à la Saturn d'être finalement assez mal porté par les éditeurs. Là, on a fait le tour des composants principaux à l'intérieur. Voilà. Je voulais en profiter pour vous montrer donc une pièce assez amusante justement de notre collection, qui est le kit de développement de la Saturn. Une pièce rare. Une pièce rare. Donc une valeur inestimable. Je le montre ici, c'est un gros bloc, et encore ce n'est que la moitié, que de la moitié du kit en lui-même, donc c'est quand même assez monstrueux. Donc on peut le voir avec le lecteur intégré. Donc ça c'est l'équivalent de la carte son en fait, avec ici le lecteur CD. Donc là, kit de développement, donc tu veux faire un jeu sur Saturn, tu as ça obligatoirement. Ça x2, il y a encore un deuxième bloc avec le CPU à côté, et ça c'est un kit qui a appartenu à l'éditeur japonais Psychio, qui a fait notamment des jeux de combat ou des jeux shoot 'em up, style Strikers 1945. Donc jolie pièce de collection, mais quelque part c'est assez significatif de voir cette espèce de gros bousin, voilà, tout en métal, plein d'électronique, en plus il y en a 2 comme ça, comparativement à la carte mère qui reste assez sophistiquée. Et effectivement, et c'est ce qui a causé le plus de mal à la Saturn, c'est cette sophistication à outrance, cette technicité absolue pour les programmeurs, et un des créateurs de la Saturn estimait d'ailleurs lui-même que 1% des développeurs ont pu exploiter véritablement les performances de la Saturn. C'est pas l'idéal. Non. Très bien, bon, on a fait le tour, on a vraiment quasiment tout vu. Le temps est venu de conclure désormais. Tu penses qu'elle est sortie trop vite à un moment? Non, je pense que ce qui est intéressant dans l'histoire de la Saturn, c'est que en fait, elle a joui des avantages et des inconvénients de l'histoire de Sega. Sega, ça a été un des premiers éditeurs à sortir en arcade un jeu entièrement en 3D qui était Virtua Racing notamment, qui utilisait des processeurs graphiques de l'armée américaine absolument colossaux, enfin des trucs formidables. Mais du coup, je pense que ça leur a posé des problèmes lorsqu'ils ont réfléchi à essayer d'intégrer, de diminuer ces composants, de les intégrer dans une console de jeu familiale qu'on puisse acheter. Et forcément, la 3D pour eux, c'était très sophistiqué et finalement très cher. Et je pense que ça a posé problème pour la conception de la Saturn. A contrario, j'ai envie de dire, de la PlayStation, où finalement ils sont partis de zéro et c'était plus simple quelque part, alors que la 3D était en train d'exploser, qu'il fallait encore tout inventer. C'était peut-être plus simple de repartir de zéro plutôt que d'essayer d'utiliser ce qui existait avant, qui était très très cher et très compliqué, et d'essayer de le réduire, tu vois. Et je pense que c'est à cause de ça que la Saturn finalement en 3D était finalement plus faible que la PlayStation, et c'est ce qui a posé notamment du tort au niveau de la complexité de programmation, ce qui a empêché beaucoup d'éditeurs tiers de se lancer sur la Sega Saturn et de faire des jeux de qualité.
Mais là, c'est pareil, ils vont shooter toujours avant tout le monde, quoi, finalement, comme avec la Mega Drive, et en se faisant rattraper juste derrière. Il fallait bien. Ce qui était intéressant, c'est d'innover. Forcément, il fallait innover. C'était très intéressant, mais c'est cette parenté un peu compliquée, un peu complexe, qui arrivait du monde de l'arcade extrêmement cher, qui finalement n'a pas trouvé facilement une déclinaison familiale à bas prix. Et je pense que c'est ça qui a causé du tort et qui a peut-être fourvoyé les concepteurs de la Sega Saturn. Et quand est-ce qu'on a vu qu'elle se faisait vraiment exploser par la PlayStation? C'est dès le début, à mi-course, non, par rapport à sa durée de vie? Il a fallu un petit peu de temps parce que finalement, donc, comme tout le monde le sait, la concurrente, la seule, j'ai envie de dire pendant quelques années de la Sega Saturn, c'était la Sony PlayStation. Mais lorsque la PlayStation est arrivée un mois plus tard au Japon, Noël 94, entre guillemets, personne ne connaissait Sony ou la PlayStation, tu vois. Alors que Sega, avec la Mega Drive, ils avaient cartonné un peu partout dans le monde, donc tout le monde avait envie d'aller vers Sega. Et il faut attendre à peu près 2 ans pour que finalement les gens se rendent compte que y a beaucoup plus d'éditeurs tierces qui se lancent sur la Sony PlayStation parce qu'elle est beaucoup plus facile à programmer, elle est plus performante en 3D définitivement. Et c'est ce que les gens cherchent, quoi, finalement. Et finalement, c'était l'articulation dans le jeu vidéo, c'est ça, hein, le milieu des années 90, c'était tout le monde voulait jouer en 3D. Et malheureusement, la Sega Saturn en 3D était moins performante. Et 2 ans plus tard, donc en 97 notamment, justement, un des coups fatal que j'ai envie de dire qu'il lui a posé un éditeur, c'était l'arrivée de Squaresoft à l'époque plutôt, qui va sortir Final Fantasy VII sur la PlayStation. Et c'était un succès considérable et tout le monde a voulu jouer à Final Fantasy VII, tout le monde a acheté de la PlayStation, c'était fini pour la Saturn. Et alors une réponse, ça aurait pu être Shenmue qui a commencé à être développé sur cette machine, mais qui finalement ne verra jamais le jour dessus et ils se disent foutu pour foutu, on la laisse mourir tranquillement et on prépare la relève, quoi. Exactement, on arrête tout et on va réfléchir à ce modèle-là, on va simplifier notre conception et on verra plus tard en 98 qu'est-ce que ça va bien donner. Ok, voilà, on a fait vraiment le tour, on a vraiment fait plus ample connaissance avec cette Sega Saturn, même moi notamment qui la connaissais à l'époque, mais pas aussi bien que forcément ce que tu viens de décrire. On remercie comme d'habitude l'association mo5.com pour le côté organisation, pour le plateau et bien sûr pour ramener ces machines et nous en parler toujours avec passion, avec plaisir. Au gré des différentes émissions qu'on a pu faire, et on se retrouve une prochaine fois pour une autre machine qui a marqué son temps, enfin on espère un petit peu mieux que la Sega Saturn. Allez, bye, ciao Philippe. Bye bye.